Merci beaucoup Kadi Mwelo. Notre deuxième invité, Maître Ibert Tshiswaka, de l'Institut de recherche en droits humains, est un activiste de droits de l'homme qui suit de près, n'est-ce pas, l'actualité de son pays, notamment les décisions judiciaires. Oui, ils ont publié un long communiqué concernant ce qui se passe avec notre justice, une justice aussi décriée par le président Tshisekedi lui-même, qui se disait dessus par notre justice, alors que devait élever la nation, comme dit la Bible. Maître Ibert, bonjour et bienvenue. Bonjour, mon cher Crespin. Merci de m'avoir reçu et mes salutations à vos fidèles téléspectateurs qui vous suivent sur Télé 50 régulièrement. Merci beaucoup. Vous nous venez de la province du Haut-Katanga, la ville de Lubumbashi, où notamment installé votre LONG, IRDH. L'Institut de recherche en droits humains, avec toujours un regardant dans le fonctionnement des institutions, des décisions judiciaires. Mais d'abord, avant de parler de la justice de notre pays, qui nous apporte des soucis et des solutions. En ce moment, les chefs d'État du monde sont à New York pour cette 78e Assemblée générale des Nations Unies. Tshisekedi et aussi le Congo a des soucis. Des soucis, il faut le dire. L'Est toujours occupé, une partie de l'Est, donc Bunagana occupé par les M23. Il y a des groupes armés, les sécurités par ici, par là. Il y a même les Mobondo qui sont du côté de Maïndombe, Congo. Ils sont même dans le Congo central, selon le ministre de la Défense. Et puis, la MONUSCO ne veut pas partir, ou on dit retrait progressif. Le YAC est avec nous. Elle aussi ne veut plus quitter le territoire national. Les élections, il y en a qui disent qu'elles se tiendront, d'autres doutent encore. Quelles sont vos attentes, vous, comme droit de l'homiste? Merci beaucoup pour la question. Je vais commencer d'abord par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. La RDC est aussi membre de cette organisation internationale qui réunit des chefs d'État et des gouvernements pour discuter des questions à travers le monde, particulièrement des questions de paix. C'est une organisation qui réunit des États et qui constitue une opportunité pour les chefs d'État et les chefs de gouvernement de discuter d'abord en groupe, mais aussi entre chefs d'État, des groupes de lobby qui peuvent se rencontrer et discuter des questions qui se passent à travers le monde. Crespin, je voudrais souligner une chose, c'est que dans une organisation comme celle-là, à des réunions comme celle-là, on dit qu'ils sont des chefs d'État, mais en réalité, c'est la capacité des peuples des États de réfléchir sur leur propre sort et donner de la matière aux chefs de l'État d'en discuter avec les autres. Et dans notre pays, nous avons comme l'impression, et on nous donne souvent cette impression, que c'est lui qui passe au devant de la scène. Le politicien qui prend le pouvoir devient le plus intelligent de tous. Non. Dans des États, il y a des institutions de formation, des institutions de recherche qui produisent de l'intelligence, et c'est sur base de ces intelligences que les décideurs fondent leurs décisions. Si nous avons un État aussi faible que la RDC, on peut regarder la faiblesse de l'élite qui devrait produire de l'intelligence qui guiderait l'État. Donc, si je dois vous résumer, pour être beaucoup plus clair et précis, n'est-ce pas, le président Tshisekedi, qui est actuellement à New York, avant d'y aller, devait faire appel à l'élite congolaise pour définir les vrais problèmes ou la situation actuelle, je ne sais pas définir ça autrement, avant d'aller s'adresser devant ses pairs. Mon cher Crispin, le président de la République a son travail. Et les élites dans un pays ont aussi leur travail. Ce n'est pas le président qui nous appelle. C'est nous qui devions observer la situation au quotidien et nous devons émettre des points de vue et nous assurer que nous influençons
la marche de notre pays suivant l'intelligence que nous avons. Le président ne va pas nous appeler sur toutes les questions. Vous savez, la vie d'un État est très complexe avec plusieurs questions qui s'y ramifient. C'est pourquoi les scientifiques, les chercheurs, les élites ont la noble mission de passer au devant des foules des États avec des orientations intellectuelles. Si dans un État, il n'y a pas de production intellectuelle, il n'y a pas de recherche, on aura comme l'impression que c'est un individu ou un petit groupe d'individus qui est beaucoup plus intelligent que les autres et qui doit réfléchir à la place de tout le monde. Maintenant, à qui la faute si vous tous, qui constituez cette élite, êtes maintenant dans des partis politiques, êtes maintenant derrière les politiques, directeur des cabinets de tels, secrétaire général de tel groupe, vous avez laissé votre boulot alors, d'être la boussole, n'est-ce pas? Vous êtes comme des éclaireurs. Oui. Chercher à savoir à qui la faute, c'est peut-être une mauvaise orientation de la question. Ça nous permet plutôt de voir le niveau de la société dans laquelle nous vivons, où les gens n'ont pas la capacité de comprendre ce qui nous arrive collectivement et à chacun de jouer son rôle. Le journaliste, quel est son rôle? C'est chaque fois essayer d'orienter la société par ses communications qui doivent être de qualité. Mais regardez ce qui se passe dans notre pays. Nous avons des journalistes pratiquement dans l'emprise des politiciens. Ils s'appellent même journalistes engagés. Ça veut dire ils n'orientent plus la population, ils s'engagent derrière tel individu ou tel autre individu pour essayer de survivre. Les professeurs d'université, il faudrait que nous puissions regarder quelle est leur part. Mais nous avons des professeurs d'université qui, au lieu de produire les fruits de leur intelligence, des recherches pour guider la nation, mais ils se font conseiller de ces individus qui sont en train de conquérir le pouvoir. Et ils sont incapables de leur dire la vérité. Ils sont en train de faire la volonté de ces individus qui les entraînent. Et vous verrez ces politiciens passer dans les médias avec des intellectuels qui les suivent, mais c'est lui qui dicte aux intellectuels ce qu'ils vont faire. Alors, je reviens à ma question. Pour aller vite, qu'est-ce que le peuple congolais peut attendre de la participation de la RDC à cette 78e Assemblée générale de l'ONU? Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que les lignes vont bouger? Dans quel sens? Non, attention, il ne faut pas induire le peuple en erreur. Des grosses réunions comme celle-là, ce sont des grandes messes d'ordinaire qui ne produisent rien. Des réunions des bureaux? Non, ce sont des grosses messes pour les médias. On va là-bas, on fait des discours. Mais regardez tous ces discours qui passent là-bas depuis des années, depuis la création de l'ONU. Qu'est-ce qui se passe? Il faut connaître le fonctionnement de l'ONU pour arriver à faire passer la décision en votre faveur. L'influence de l'ONU est fonction de vos groupes d'influence, ce qu'on appelle des lobbies. Est-ce que nous avons des lobbyistes congolais qui poussent dans les couloirs des Nations Unies pour obtenir telle ou telle autre décision favorable à nous? Si on n'a pas ces groupes d'intelligence, ces groupes de pression intellectuelle pour obtenir des décisions, bon, on ira chaque année et puis on n'obtiendra rien. Mais cependant, ce sont des opportunités de dire au monde, parce que tous les médias sont sur les Nations Unies, c'est juste une occasion de dire au monde, d'attirer attention du monde sur ce qui se passe dans votre pays. Et là-bas, je pense que c'est une opportunité pour le président de la République d'attirer l'attention du monde sur la situation que nous vivons ici, particulièrement les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda qui continuent à occuper une partie du pays, et puis attirer l'attention sur le fait que la population congolaise est déterminée et demande de plus en plus que l'Organisation des Nations Unies
et retire les troupes qui sont là. Et c'est une occasion juste pour que le monde sache ce qui se passe. Mais au finish, la voix n'est toujours pas entendue de manière générale parce qu'il reste voté des résolutions parfois sans nous et ça prolonge tout ça. C'est compliqué. Hein. Je reviens sur le fait que c'est le travail des élites d'influencer les décisions et d'influencer les décideurs à orienter leurs décisions et d'influencer même l'application des décisions. Si nous pensons que ce sont les autres qui vont le faire à notre place, nous attendrons encore trop longtemps. Très longtemps. Bien dit, maître. Là, j'ai compris, comme on l'a compris. Il y a une très belle analyse. Alors, nous revenons au vif du sujet parce qu'on parle de décisions judiciaires. Les soucis des mœurs, ces décisions sont généralement monnayées. Ça, c'est vous qui le dites. Oui. C'est votre institut de recherche qui le dit. Je crois que vous avez fait des recherches parce que c'est votre boulot. Vous ne racontez pas des histoires. Vous vous assumez en même temps parce que c'est le boulot qui est fait au quotidien. Absolument. Vous n'êtes pas seul. Le président Tshisekedi a dit notre justice a des soucis. Oui. Si j'ai échoué pendant mon mandat, c'est notamment la justice. Oui. La justice doit élever une nation. Ça, c'est vous qui l'a dit. Nous avons des professeurs docteurs qui enseignent dans des facultés de droit à travers l'ensemble du territoire national. Oui. Qu'est-ce qui fait à ce que, c'est la première question, qu'on soit incapable d'appliquer ce qu'on a appris à l'école? Incapable d'appliquer ce que nous avons appris à l'école parce que les prédispositions intellectuelle, notre prédisposition mentale est orientée vers l'exécution des décisions qui viendraient des maîtres. Regardez notre système d'enseignement. Regardez, quand on est à l'université, nous sommes en train de suivre des maîtres. Il y a des maîtres à penser et les étudiants ne sont pas là comme chercheurs qui peuvent discuter avec des professeurs d'université, au besoin remettre en cause certaines théories dépassées. Nous sommes en train de former dans les écoles et les universités des personnes qui doivent exécuter des ordres. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous avons des étudiants qui ont fini les universités, ils cherchent des ordres à exécuter. Et s'il n'y en a pas, ils ne font rien. S'il n'y en a pas, ils ne font rien. Vous entendrez les étudiants, allez sur la place publique, vous entendrez les étudiants qui ont terminé en droit, médecine, sciences politiques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, mais ça les a lités et ils sont des cambistes. C'est parce que nos institutions de formation ne forment pas des gens avec un esprit d'imagination, de créativité, d'entrepreneuriat, de sorte que quand ils quittent l'université, il se positionne par rapport à une problématique donnée et il essaie d'y apporter une solution et il suit la question en y apportant la solution. Nous avons des universitaires qui attendent des ordres qu'on leur donne et ils doivent exécuter les ordres tels que donnés. C'est comme ça que globalement, nous disons, non, le chef d'État ne dit rien. Le chef d'État ne fait pas ça. Le chef d'État, nous cherchons quelqu'un qui va nous dicter ce que nous allons faire et nous allons suivre. Mais ça, c'est dans l'esprit de beaucoup. Il y a même, on voit même des gouverneurs des provinces élus par les députés provinciaux, mais qui ne veulent pas travailler, qui attendent les mots d'ordre de Kinshasa. On attend Kinshasa. On attend quoi? Moi, je ne sais pas. C'est pratiquement cette logique-là dans laquelle on est tous emballés depuis nos indépendances. Oui, depuis très longtemps. Parce que, vous vous souviendrez, sous la dépendance belge, le Belge formatait nos cerveaux de sorte à exécuter les ordres du maître. Après l'indépendance, nous sommes tombés dans le néocolonialisme. On a soutenu des pouvoirs forts qui réprimaient les esprits libres pour que tout le monde puisse respecter des dictatures et arriver seulement à exécuter ce qu'on va faire. Et malheureusement, maintenant que nous sommes restés seuls dans nos pays, mais nous n'avons pas enlevé de nos esprits cette prédisposition à chercher un maître. Ce n'est pas seulement au Congo. Regardez beaucoup de jeunes Africains. Pourquoi ils sont en train d'aller mourir dans la Méditerranée à tout prix pour traverser et aller en Europe? C'est parce que, disent-ils,
il n'y a pas de boulot ici chez nous. Or, dans nos villages, nous avons des espaces très, très grands et on peut les transformer avec autant d'imagination et de créativité. Ceux qui viennent de l'extérieur, les Chinois, les Indiens, les Pakistanais, les Libanais, tout ça, eux vont dans nos villages et ils vont exploiter nos villages. C'est là qu'ils tirent des grandes richesses. Et nous, nous quittons nos villages parce que nous sommes prédisposés à exécuter des ordres des maîtres, qu'on puisse nous dire que nous sommes des évolués, et nous évoluons vers poteau, 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 poteau. Et tout le monde fuit le village vers le poteau. Alors, sur ce point, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que l'intellectuel africain puisse reconquérir le village avec son intelligence et ne rien attendre de ces États qui sont vraiment en faillite, oui, de ces maîtres. Alors, maître, vous avez votre institut de recherche a publié un communiqué parce que c'était pour vous scandaleux, en même temps alarmant. On va, je crois, l'afficher par Kadi Moelo. Ça ne va pas être trop lisible, mais on va résumer. Ça concerne la ville de Bukavu notamment. Parce que la justice, vous avez dit, ces décisions sont monnayées, pas seulement à Kinshasa, même en province. On voit ici où il y a eu beaucoup de procès, des procès avec pompe, la chaîne nationale mobilisée en direct. J'ai même croisé un étudiant qui dit, cher grand frère, je suis très déçu. Lui, il est étudiant en droit. Il fait j'ai droit. Bon, avec les réformes, je ne sais plus me situer. Sinon, c'est compliqué. J'ai droit à l'Inikine, je suis déçu. Ces procès m'ont pris tout le temps. Comme étudiant en droit, j'étais scotché devant ma télé. Aujourd'hui, comme étudiant, je ne sais pas me situer. C'était quoi la décision finale? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est dehors et tout. L'argent a été retrouvé ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Alors, ce n'est pas seulement à Kinshasa, mais aussi à travers nos provinces. Et les cas de la province du Sud Kivu, la ville de Bukavu, vous fait très mal. Pourquoi? Oui, c'est un cas illustratif de la consécration du monnayage des décisions de justice. Nous ne cesserons de dénoncer le dysfonctionnement de la justice. Et c'est de notre rôle d'interpeller ce pouvoir judiciaire qu'on est en train de bafouer par ces animateurs. Je vais essayer peu de résumer le cas scandaleux de Bukavu. L'Église néo-apostolique, qui est une confession religieuse, a acquis son immeuble en 1999. Et puis, en 2023 ici, vers avril, un monsieur vient avec un certificat d'enregistrement et il passe directement par les circuits judiciaires. Il obtient une décision du tribunal de grande instance pour déguerpir l'Église néo-apostolique. Mais lorsque les chercheurs de l'IRDH se sont intéressés à ces contestations de l'Église, mais constatent qu'effectivement, le certificat sur lequel le juge s'était basé, c'est un certificat déjà déclaré faux par une autre juridiction de la RDC, le tribunal de grande instance de Kalamu, ici à Kinshasa. Et le juge de Bukavu savait, parce que le certificat-là était déjà décrié par d'autres personnes dans la même ville, et il y a une décision de justice qui déclare que ce certificat-là est faux. Alors, nous sommes scandalisés. Qu'est-ce qui a fait que ces juges tiennent absolument à donner gain de cause à ce monsieur-là? Mais on découvre, nos chercheurs découvrent qu'à Bukavu, c'est le jeu. Et d'ailleurs, dans plusieurs villes de la RDC, il y a des individus qui essaient d'identifier des bâtiments à gauche et à droite. Lorsqu'ils en identifient, ils voient que la personne est un peu faible dans un sens ou dans un autre. Ils vont monter un dossier judiciaire. Notre justice ne sait pas protéger les faibles. Notre justice ne sait protéger ni les faibles, ni l'État. Parce qu'ils vont même... Les biens de l'État. Les biens de l'État. En complicité avec des magistrats. Vous vous rendez compte? Mais ça, c'est vraiment scandaleux. Alors, il n'y a pas longtemps, le procureur a voulu un peu laver tout ça
en mettant à votre disposition un numéro vert. Oui. Pour dénoncer tous ces juges un peu véreux qui se font dégraisser les jambes. Oui. Est-ce que ces numéros passent d'abord? Ces deux numéros, malheureusement, je dois les dire aussi sur la place publique, ne fonctionnent pas. Ça ne passe pas. On les a appelés, on dit non, envoyez-nous un SMS. On a envoyé les SMS. Ils ne sont même pas revenus vérifier, mais c'est qui avait appelé. On a appelé plusieurs fois. Des fois, ça sonne dans le vide. Des fois, ça sonne et on vous coupe. Et des fois, on vous dit envoyez un SMS. Quand vous envoyez un SMS, ça reste muet. Vous savez, comme citoyen, il est de notre obligation de pousser les dirigeants du pouvoir judiciaire de bien travailler autant que nous sommes en train de pousser sur les dirigeants du pouvoir législatif, et plutôt le pouvoir exécutif. Si vous regardez dans notre pays, vous verrez que la population est beaucoup plus orientée vers l'exécutif. On fait pression sur l'exécutif, et on laisse les deux autres pouvoirs constitutionnels qui ont aussi un rôle important à jouer. Mais c'est l'équilibre de l'État démocratique. Si l'exécutif, vous donnez beaucoup plus d'importance à l'exécutif pour jouer tous les rôles, et les rôles législatifs et les rôles judiciaires, nous sommes en déséquilibre. Il faudrait que les pouvoirs judiciaires jouent exactement les rôles qui lui est recommandé par la Constitution. C'est pourquoi il faut interpeller régulièrement les magistrats qui semblent être à l'abri de la critique du peuple, parce que regardez ce qu'ils sont en train de faire. Autant ceux de pouvoir législatif qui ne font pratiquement rien, qui ne font que chanter à l'honneur de ceux de pouvoir exécutif. Est-ce qu'il faut finalement casser l'indépendance de la justice? Parce qu'il y a eu cette proposition de loi qui malheureusement a été très très mal comprise à l'époque. Il y a eu des marches ici, la loi Minako Shakata. Je crois qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous dénoncez, peut-être que ça valait la peine qu'il y ait les ministres de la Justice qui puissent avoir un œil regardant sur des jugements rendus pour voir si ce n'est pas catastrophique. Mais est-ce qu'il ne faut pas finalement casser cette indépendance du pouvoir judiciaire, d'autant plus que le mal est profond. Aujourd'hui, je vous dis, c'est compliqué parce que c'est les mieux offrants qui obtiennent gain de cause. Hein, oui, ça c'est l'exemple que nous avons là de mais est-ce qu'il ne faut pas finalement casser cette indépendance de la justice pour... voilà. Non, plutôt il faudrait renforcer le contrôle de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Qui doit contrôler ça? Celui qui contrôle le pouvoir exécutif, celui qui contrôle le pouvoir législatif et celui qui doit contrôler le pouvoir judiciaire, c'est le citoyen. Par quel mécanisme? Il y a plusieurs mécanismes citoyens qui vous permettent de contrôler la gestion de la chose publique. Par des monitorings des actions des dirigeants, contrôler les lois, est-ce qu'elles sont bonnes? Par des mécanismes de contrôle citoyen, est-ce que les lois sont bien appliquées par ceux qui sont censés les appliquer? Est-ce que les décisions sont suivies des faits? C'est pourquoi, au début déjà de notre émission, je vous avais dit, les élites ont un rôle très important. Si les élites ne comprennent pas quel est leur rôle dans l'État, l'État va faillir et l'État va mourir. Il faudrait qu'il y ait des gens qui expliquent à la population ce qu'il faudra faire. Malheureusement, il faudrait que les élites aussi se forment. Sinon, les élites seront en train juste de courir pour faire avancer le mal qui détruit l'État. Comme actuellement, l'État est complètement en destruction et en pillage, et les élites sont en train de piller l'État congolais au bénéfice des autres États où ils amènent les produits de pillage de l'État congolais. Maintenant, au niveau de votre ONG, oui. Institut de recherche en droits humains, après avoir fait ce constat, après avoir publié ces communiqués, oui. qui, du moins, est très alarmant avec ce qui se passe au niveau de notre justice à Bukavu, oui. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Est-ce qu'il y a une direction pour que cette église qui a perdu son bien actuellement oui. puisse les récupérer?
Oui, absolument. Vous savez, notre organisation, quand elle se met sur un dossier comme ça, elle encourage même la victime à ne pas céder. Et dans le cas d'espèce, nous avons encouragé l'Église néo-apostolique à faire, avec ses avocats, aller en appel et continuer à contraindre le juge d'appel à dire le bon droit. Si nous prenons la parole sur la place publique, c'est pour que le juge d'appel déjà soit avisé que s'il suit le faux certificat d'enregistrement, bon, on va mobiliser toute l'opinion et contre toute la juridiction de Bukavu. C'est scandaleux quand même que même les chefs de juridiction ne puissent pas vraiment... Je reviens sur ma question. Oui. Par rapport à l'indépendance de la justice. Il y a quelques mois, ou même années, je crois 2021, je crois, oui. Le président Tshisekedi était à Bunia. Oui. Dans un point de presse, il a dit « Je suis déçu ». C'est la première fois qu'il disait qu'il était déçu par rapport à notre justice. Ils m'ont présenté des gens. Celui-ci, il est de quelle probabilité morale, ça va. Celui-ci, il est l'homme sérieux. J'ai pris ces gens-là. Oui. Mais ils ont vendu même les ambassades. C'est-à-dire que même le président Tshisekedi n'a pas la possibilité, il a répété hier à New York, oui. d'aller contester une décision ou aller s'immiscer dans la justice. Dans la justice congolaise. Oui. Bon, à plus forte raison, c'est un simple citoyen. Est-ce qu'il ne faut pas casser l'indépendance de notre justice? Si on casse l'indépendance, on va vraiment tout détruire. Il ne faut pas casser l'indépendance du pouvoir judiciaire, il faut plutôt renforcer les mécanismes de contrôle. Crispin, j'essaie de le dire encore, répéter pour l'opinion publique. Il faudrait une forte participation citoyenne éclairée par les élites. La participation citoyenne à tout le niveau aide à une société à se relever. Et nous devons être très critiques par rapport à nous-mêmes et ce que nous faisons. Et ici, nous sommes trop tombés parce que nous, particulièrement de la société civile, y compris les médias, les églises, les syndicats, les universités et toutes ces organisations non gouvernementales, nous faillissons à notre mission parce que nous subissons la forte pression de la corruption sociale qui émane de l'élite politique et qui nous embarque avec elle. L'élite politique corrompt tellement qu'il y a difficile de résister. Mais suivez d'abord les débats ces derniers jours entre les confessions religieuses. Ce pasteur se lève et dit « Non, voilà, moi mon candidat c'est celui-ci ». Demain, notre pasteur se lève « Non, moi mon candidat c'est celui-ci ». Ils abandonnent leur rôle de moraliser la société, d'éduquer la société, et ils sont tous derrière de ces individus qui ont confisqué. Actuellement, on manque cruellement des boussoles. Nous manquons des boussoles. Les modèles de société, le modèle d'individus dans la société, il y en a très peu. Tout celui qui sort comme modèle de société, il est tout de suite attiré par la politique et il est corrompu et il va en politique. Et quand il arrive là-bas, la politique étant sans merci et on le corrompt foncièrement et il oublie même le rôle qu'il avait de pouvoir guider la population. Il faudrait que nous puissions avoir au moins des modèles de société que nous pouvons suivre. Les non-modèles, malheureusement, sont en train de s'éclipser au bénéfice des politiciens. Et on sait, les politiciens, le degré de corruption des politiciens. On suit chaque jour à la radio, à la télévision, les nombres de millions de dollars qui sont en train de voler dans la caisse de l'État. Et si vous êtes modèle d'une société et vous voulez aller vous associer à ces gens-là, qui sont décriés par cette population démunie, appauvrie, vous voulez qu'on attende quoi de vous? Cette société a besoin des journalistes qui doivent parler très fort, des avocats qui doivent parler très fort, des médecins qui doivent parler très fort, des scientifiques, des professeurs d'université. Il ne faut pas attendre que ce soit tel politicien qui donne l'impression que c'est lui le plus intelligent. Mais non, l'intelligence se trouve dans les institutions de recherche et de formation. C'est là où on peut trouver des livres. C'est là où on peut trouver des articles qui éclairent. C'est là où on peut trouver des faiseurs d'opinion
dans différents domaines de la vie de la société. Ce ne sont pas les politiciens qui sont très intelligents. Il faudrait que nous puissions avoir les élites qui influencent une participation citoyenne positive, et c'est sur base de cette participation citoyenne que les dirigeants doivent regarder quelles sont les bonnes décisions. Si on laisse les dirigeants tels qu'ils sont aujourd'hui, vous voyez, quand ils arrivent au pouvoir, la première des choses, c'est quoi? C'est tout de suite s'enrichir. Merci beaucoup, Maître Hubert Tsouaka. Vous êtes directeur de l'Institut de recherche en droits humains. Votre analyse était pertinente. La justice, je le rappelle encore, élève une nation, oui, et la nôtre doit se remettre en question. La décision judiciaire surtout, ça ne va pas, ça fait mal. Les Congolais ont droit d'être protégés. Exactement. Nous avons pris l'illustration de ces cas d'extorsion des biens de l'Église néo-apostolique à Bukavu pour démontrer comment les décisions de justice sont monnayées maintenant, et c'est scandaleux. Les citoyens doivent se lever. Comme nous nous sommes levés contre le terrorisme de M23, nous devons aussi nous lever contre le monnayage des décisions judiciaires. Merci beaucoup, Maître. C'était votre dernier mot pour aujourd'hui. Je vous aurai encore prochainement pour continuer à parler de notre justice, qui fait très mal à tous les Congolais. Je vais terminer avec la page des sports. Christian Bokaya est déjà avec nous. C'est d'ici là. La République démocratique du Congo.